Salut! Aujourd'hui, expertise de film. Bon, on est d'accord que le but est de jouer à trouver ce qui est crédible ou pas dans le film. Et ça d'un point de vue ferroviaire. Alors oui, je vais critiquer, mais c'est le jeu. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Donc pas la peine de m'expliquer que je suis dans la team premier degré, qui ne se laisse pas bercer par l'œuvre magistrale du jour. C'est le principe. Car oui, aujourd'hui on va parler d'Atomic Train. Pourquoi ce film ? Car le peuple a parlé, et que contrairement à Macron, je respecte le choix du peuple. Fatality. Le titre claque tout de même, Atomic Train. Mais quand je parle de film, en fait je truande un peu, car c'est un téléfilm. Pour les natifs de la génération Netflix, ça ne veut pas dire grand-chose, mais avant il y avait le cinéma qui produisait des films, et ces films finissaient, après 450 ans, par être diffusés à la télé. Ouais, télé. Vous savez, le truc rectangle dans le salon que regardent vos parents le soir. Donc il y avait les films. Mais les chaînes finançaient aussi des créations uniquement pour elles, les téléfilms. Ça ne passait pas au ciné. Vous me direz, c'est pareil avec Netflix aujourd'hui. Oui, sauf que niveau budget, ça n'avait rien à voir. Le ciné avait le pognon et pas ou peu les chaînes. Si bien que les téléfilms étaient généralement des sous-produits. Acteurs de second rang, voire du fin fond de la classe, effets spéciaux à coups de scotch, scénario mal goupillé. Alors ? C'est de la merde. Le téléfilm, c'était une Fiat. Ça appartient au même groupe que Ferrari, mais le rapprochement familial s'arrête là. Aussi, le truc prend la forme d'une mini-série de 2 épisodes, mais avec une ambition. Avoir un produit digne du cinéma. Pour ça, ils vont mettre le budget et recruter des pointures dans les domaines techniques. Que ce soit niveau cascade ou effets spéciaux, les gens aux manettes sont des pros. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Oui, mais voilà, le volet technique ne fait pas tout. Mais je m'emballe là, je ne voudrais pas vous gâcher la découverte, ou redécouverte pour ceux qui l'ont déjà vu, alors go, embarquons dans ce train. Atomic Train date de 1999. Quand j'étais gamin, on voyait qu'en 1999, on aurait une base sur la Lune, et que ça allait mal finir. Bon bah en fait, on a un train sur Terre, et ça va aussi très vite mal se mettre. Nous sommes dans l'Utah, dans ce merveilleux pays nommé United States of America, nous sommes les meilleurs, et attention, ça va envoyer du pâté. Bonjour. Le film commence avec une série d'images de catastrophes ferroviaires pour mettre en bouche, et laisse supposer que ça arrive souvent. Et en effet, là-bas, ça arrive souvent. Et vu que ce n'est pas suffisant, ils nous servent une séquence d'un bus scolaire qui tombe en panne sur un passage à niveau. Ça peut arriver. Un train arrive et le conducteur annonce à son collègue que la manette d'accélération est bloquée sur « à fond ». Tu as des ennuis ? Cette fichue manette est encore coincée. Ça semble être un blocage mécanique. Là aussi, sur des vieux matériels, ça a pu arriver, mais c'est vite réglé. On lâche la veille automatique et ça ouvre le circuit électrique, donc ça coupe la traction, en plus de déclencher le freinage d'urgence. Ou alors on freine, et un asservissement traction-freinage fait que quand les deux ont lieu en même temps, là aussi ça ouvre le circuit électrique. Bah non, notre conducteur lutte avec sa manette, et d'un coup il voit le truc sur le PN, il freine d'urgence. Pendant ce temps-là, gros plan sur les mômes dans le car, et Dédé, conducteur de bus, qui tente de redémarrer sa poubelle. Soudain, idée lumineuse de la maîtresse de classe. Va ouvrir la portière du fond ! Évacuer le bus. Pas con. Le collègue du conducteur du train demande pourquoi ça ne ralentit pas. Pourquoi on ne ralentit pas ? Alors si, ça ralentit, mais bon, pas assez à son goût sans doute. Et s'il pose cette question, c'est qu'il n'a rien à faire dans une cabine de train, car il devrait savoir que masse et vitesse sont les 2 critères qui font que ça va sans doute être chaud pour le bus. Parce qu'on a trop de vitesse et qu'on a trop de poids. Tout le monde est descendu, sauf Dédé, la maîtresse et, bien entendu, un môme qui traîne. La maîtresse va protéger le gosse contre un train lancé, bon courage. Et au dernier moment, Dédé démarre et fait bouger le bus de 10 mètres. Le train passe, il arrache juste la porte arrière du car. Je rappelle que ça fait déjà un moment que le train est en freinage d'urgence,
et qu'il vient de taper l'arrière d'un bus. Donc assez logiquement, il va s'arrêter. C'est logique. Eh bien non. Il passe pleine balle, sans freinage. Et fin de la scène. Et vous savez quoi, cette scène d'une intensité dramatique dingue n'a absolument rien à voir avec l'histoire du film. On ne reverra ni Dédé, ni la maîtresse, ni le gosse plus tard. On est à 3 minutes 11 sur 164 et tout est là. On a affaire à un bon gros nanar écrit avec les pieds et ferroviairement stupide. On va donc se régaler. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. On rentre enfin dans l'histoire avec un train qui est en chargement. On apprend qu'il est plein de produits chimiques et que le conducteur trouve la manette un peu dure. Relâche un peu la manette. Je trouve les commandes un peu dures. On ne sait pas de quelle manette il parle, mais son collègue ne s'en affole pas. Le collègue, justement, qui remonte la rame à pied. Et paf, il ne voit pas qu'il y a une fuite de liquide sous un wagon. Ah, un détail. Vu que les produits chimiques, ça ne suffit pas, on découvre qu'en plus, ils sont explosifs. Nous voilà en pleine nuit, et deux mecs viennent discrètement charger une caisse en plus à bord du train. Et on sent bien que c'est tout sauf honnête comme magouille, et sans doute pas très sympa comme caisse. Vous aurez une prime spéciale pour Noël qui tiendra compte de votre discrétion. Nouveau gros plan sur la fuite sous le wagon. Bah, on ne voit rien, vu qu'il fait tout nuit. Bon, bah, capture et éclaircissement de l'image. Première image, on découvre que devant, c'est une locomotive, et que le wagon suivant a un marchepied type escalier. C'est donc sans doute une locomotive. Mais tout à l'heure, c'était un wagon qui fuyait. Il y aurait donc plusieurs fuites, ou alors une boulette d'écriture. Sur la deuxième image, eh bien, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est que la fuite de liquide paraît provenir d'un tuyau. Des tuyaux sous un train, il y en a, sauf que ce sont des conduites d'air pour les freins, pas de liquide. Donc là, on rentre dans le mystère, ou l'idiotie. On sait pas, Mystère. Ou alors, c'est bien une locomotive, et cette fuite peut alors être du carburant, ou du liquide de refroidissement. Mais en vrai, les tuyaux qui conduisent ça ne se promènent pas sous la machine, mais à l'intérieur. Alors, hop, jour suivant, le train part. 2 loques en tête. On voit l'échappement cracher sur les 2 loques, donc elles sont en UM. Le conducteur commande les 2 depuis la cabine de celle de tête. On annonce à l'équipe conduite que la voie est libre, du départ jusqu'au terminus. Cool. La voie est libre depuis Stillwater jusqu'à Denver. Le train part donc d'un bled dans l'Utah et doit rejoindre Denver dans le Colorado. 12 minutes 48, nouveau gros plan sur la fuite. Mais là, il fait jour. Du coup, c'est un tuyau d'air qui fuit. Donc une fuite de plus. C'est plus un train, c'est une usine à fuite. Afin d'approfondir ce sujet, je vous propose de regarder une vidéo PowerPoint que j'ai réalisée. On découvre aussi qu'en queue, il y a une voiture de service, avec 3 personnels là-dedans. Alors non, chez nous, on ne mixe pas les wagons et les voitures voyageurs. On pourrait, mais c'est complexe car les réactions dynamiques entre wagons fret et voitures voyageurs n'ont rien à voir. Donc ça crée des contraintes parfois contradictoires. Bon, sinon la fuite d'air se confirme. Un manomètre chute brutalement, quand un autre à côté monte tout aussi vite. Alors je suppose qu'un est le manomètre de la conduite d'air et l'autre celui des freins. Jusque-là, rien d'anormal, c'est pour ça que le système est ainsi fait. En cas de fuite, ça freine. Et là, ça va partir en vrille. La fuite d'air fait que ça fume depuis le compartiment moteur. C'est totalement incohérent. Je dois mal comprendre, attendons l'expertise du cheminot sur place. On a un feu. Ah, bah non, j'ai bien compris. C'est complètement con. Une fuite d'air devient un feu. En queue, il vérifie la jauge, un manomètre. Alors c'est un mano à bain d'huile, fait pour mesurer une pression d'huile, donc rien à voir avec l'air. Le voyage spectral se poursuit. Il y a le stagiaire qui sort et tente d'éteindre le feu avec un extincteur. Il chemine sur la coursive pendant que le train roule pleine balle. Oui, le conducteur n'a toujours pas l'idée de s'arrêter. Alors non, on ne va pas se promener sur un train qui roule, et en cas d'incendie, on s'arrête, sauf si les conséquences d'un arrêt peuvent être pires que celles de l'incendie. Exemple dans un tunnel. Mais là, ils sont dans la pampa, donc ils devraient s'arrêter. Et non, ça roule.
Le stagiaire réussit à arrêter l'incendie. Il est content de lui, mais annonce que les conduites sont cramées. Le feu est éteint, mais les conduites sont foutues. Le conducteur regarde son pupitre et annonce « On n'a plus du tout de frein ». On n'a plus du tout de frein. Donc de l'air qui fuit d'un tuyau sous le train prend feu dans le compartiment moteur et ruine de fait les freins. Ouais. C'est donc clair à présent. Ce n'est pas un film, mais une partie de Camoulox. Je tape sur bambou et je pète chez Bruce Willis. 30 et 10 d'Oder, François. Je brûle un cheval et... Et Camoulox. La vache, on est à 15 minutes 29, je vais pas tenir 2h40 à ce rythme, moi. Il se trouve que la voie est en descente jusqu'à Denver, son terminus. Enfin, d'après le conducteur. Dis-moi que c'est une blague. Et toi, dis-moi qu'on n'a pas une énorme descente jusqu'à Denver. Sortons nos cartes. Stillwater, origine du train, c'est là, juste à côté de Salt Lake City, à 1320 mètres d'altitude. Denver, c'est là, à 1609 mètres d'altitude. Bon, déjà, si on prend ces chiffres bruts, il y a un truc qui cloche dans cette descente. Entre les deux, une ligne ferroviaire. Alors regardons ce que ça donne niveau relief. Le départ, c'est à côté du Grand Lac Salé. Et l'arrivée, à Denver. Ouais, quand je regarde le relief, le départ est plus bas que l'arrivée. Donc là aussi, on doit parler d'une descente qui monte. Camoulox, je vous dis. C'est complètement con. Au centre de contrôle, alerte. On appelle le chef. Sans doute pour lui dire qu'on a un train fou. Un train est en avance de 5 minutes sur son horaire. Ah bah non, c'est qu'ils viennent de constater qu'un train roule avec 5 minutes d'avance. Alors dans la vraie vie, le chef peut planter la tente sur place, car si on doit l'appeler dès qu'on roule avec 5 minutes d'avance, autant qu'il reste là à vie. Mais bon, pour eux c'est grave et dangereux, selon sa cargaison. Du coup, alerte à tous les personnels, y compris ceux en week-end. Alerte à tout le personnel des chemins de fer. Rappel, à part l'équipe conduite, personne ne sait que le train n'a plus de frein, vu qu'ils n'ont pas encore communiqué. Ils s'affolent pour un train en avance de 5 minutes. Cohérence quand tu nous tiens. Alors assez logiquement, la scène d'après, le conducteur alerte le centre de contrôle. Mes freins sont complètement fichus, ils ne répondent plus du tout. Je transporte des produits chimiques inflammables. J'ai totalement perdu le contrôle du train. Bah rassure-toi mon gars, ils sont tous déjà en méga alerte, car tu avais 5 minutes d'avance, donc ton histoire de frein, c'est un détail. Notez comment le train bombarde. À l'image, il doit rouler à 140 minimum. Alors non, impossible à cette vitesse vu les courbes et son chargement. Il déraille. Sans parler que ces locomotives sont incapables de rouler à cette vitesse. Bon, ça va mal, donc intervention du héros. Direct, il va prendre un hélicoptère. Il y a du budget dans la compagnie de chemin de fer. Y a quelqu'un qui peut piloter ça? Oui, moi je peux. Au centre de contrôle, on attend les fédéraux et on a préparé les sacs de sable et les dérailleurs. Les sacs de sable sont prêts et les dérailleurs sont en route. Très bien. Alors faire dérailler un train volontairement pour l'arrêter, oui, ça existe. Mais les sacs de sable, là, je ne vois pas. Le héros, dans son hélico, apprend qu'un autre train est derrière et propose que le deuxième rattrape le premier, s'y accroche et freine. On pourrait essayer de rattraper le train fou avec celui qui est derrière. L'atteler et freiner à fond pour le faire arrêter. Bon bah, c'est un stupéball quoi. Car oui, c'est exactement le même plan. Allez voir ma critique de ce film, vous verrez pourquoi c'est chaud. Ah, info. Le sable doit servir à être mis sur la voie pour ralentir le train fou. Wally, on va mettre des tas de sable sur la voie pour essayer de vous ralentir. Ça peut pas faire de mal. On parle d'un convoi de plusieurs centaines ou milliers de tonnes. Et on va le ralentir avec du sable sur la voie? Non, le sable, ça peut servir à ne pas patiner, mais pas autre chose. Bon, ça va pas être facile. On va essayer. Pendant ce temps, le train de derrière s'est arrêté, a retiré ses wagons et repart avec l'espoir de rattraper le train fou pour s'y accrocher. Le train qui est juste derrière est un train de marchandises. Est-ce que vous pourriez lui dire de décrocher tous ses wagons et de se tenir prêt? Train fou qui roule au moins à 140 km/h. Sauf qu'en vrai, c'est impossible, car ces locomotives à lui non plus ne peuvent pas atteindre cette vitesse. Mais bon, passons. Et revoilà le sable. Vous savez, les fameux sacs. En fait, c'est carrément des tas que des engins de chantier font sur la voie. Et vu la taille des tas, c'est déraillement assuré quand le train fou va arriver dessus. Notre héros se la joue bébelle pour descendre de l'hélico sur le deuxième train, alors qu'il roule. On se demande pourquoi il ne l'a pas rejoint quand il était à l'arrêt à détacher ses wagons. Peut-être parce que c'est un film de merde écrit avec les pieds. Le train fou arrive sur les tas de sable.
Vous allez bientôt percuter les tas de sable au kilomètre 120. Hop, magie, il n'y a plus d'engin de chantier, mais des gars avec des pelles. Ils servent à quoi? Bah, à frôler la mort et rien d'autre, vu que les engins ont déjà fait des tas. Le train fou percute les tas, tangue, mais passe sans dommage. Bah non, il aurait dû dérailler. Au centre de contrôle, le chef qui s'affole pour un train en avance a une idée. Faire dérailler le train fou avant qu'il arrive à Denver, et ainsi éviter la catastrophe en ville. On n'a qu'une seule solution, le faire dérailler avant qu'il arrive trop près de Denver. Oh mon Dieu, la première phrase cohérente du film. 28 minutes de film pour un truc cohérent. Il a choisi le lieu pour dérailler, et annonce « On met un dérailleur à 4 minutes d'où vous êtes ». On met un dérailleur en place à 4 minutes d'où vous êtes. Si vous ne l'avez pas rattrapé dans 3 minutes, vous freinez à fond et vous faites marche arrière. Compris? Plein gaz! En plein milieu de la pampa, il doit le téléporter sans doute. 4 minutes. Le conducteur se dit qu'il a le temps de tenter une réparation. Logique. Hein? Je vais voir là-bas. Si je peux faire quelque chose avec les conduites. Non, j'y vais. Non, toi, tu prends ma place. Ça fait des plombes qu'il est incapable de freiner, il attend que ça se passe en cabine, mais à 4 minutes du drame, c'est le moment de tenter un truc. Quoi? On ne sait pas trop, vu que la cause est totalement sans fondement technique. Mais bon... Il va se promener sur les wagons, arrive à un attelage et oh, un accouplement pneumatique de frein est débranché. Rappel, sans alimentation pneumatique, le train freine. Donc sans cet accouplement pneumatique, il n'aurait jamais dû réussir à se mettre en route. Aucun rapport avec l'incendie qui était sur la locomotive. Mais bon, vu que l'incendie ne pouvait pas provoquer la perte des freins, on n'est plus à ça près. Il tente de le remettre en roulant. Impossible, et n'y arrive pas. Au passage, il s'est fait mal à la main, donc appelle son stagiaire à l'aide. Le stagiaire s'exécute et vient aider son collègue, laissant la cabine sans personne. Je me suis bousillé la main. Je peux plus rien faire. J'arrive tout de suite, Wally. Bah non, mon grand. Jamais de la vie, tu laisses la cabine vide. Bon, la situation n'est pas au mieux, mais va empirer. Le gars qui avait chargé une caisse en pleine nuit dans le train téléphone au centre de contrôle et annonce que cette caisse contient une arme nucléaire. La caisse portant l'étiquette inflammable contient en fait une arme nucléaire soviétique. Ok, donc 2 mecs chargent en pleine nuit une arme nucléaire dans un train de fret, juste pour économiser le prix de la livraison. On parle d'une arme à plusieurs milliards d'euros, avec les coûts de développement, et les gars veulent économiser quelques milliers d'euros de livraison. Logique. Pendant ce temps, les gars installent le taquet dérailleur. Alors oui, ça existe et ça peut servir à ça. Mais pour rappel, le train est à 4 minutes. On met un dérailleur en place à 4 minutes d'où vous êtes. Et les gars bossent depuis 10 minutes à l'installer. Avec cette news de bombe nucléaire, le chef décide d'annuler le déraillement. On laisse tomber l'idée du déraillement. Vous appelez les gars qui sont sur place et vous leur dites d'enlever le dérailleur. Un hélico arrive pour dire aux gars qui bossent depuis 10 minutes à installer le taquet dérailleur du train à 4 minutes qu'ils doivent le redémonter avant l'arrivée du train qui n'est plus qu'à 2 minutes. Vous suivez? Forcément, c'est un peu chaud, mais les gars arrivent à démonter partiellement le taquet. Pas de bol, l'hélico venu donner l'ordre d'enlever le taquet s'est posé où, je vous le demande? Bingo, sur la voie. Pourtant, il y avait de la place autour, mais non. Au milieu de la voie, c'est mieux. Notre train qui arrive pleine balle tape un peu le taquet partiellement enlevé et l'hélico décolle au ras du train. Dieu que c'est beau ce suspense. Autant le pilote est complètement stupide à se poser au milieu de la voie, autant il sait décoller hyper vite. Retour au plan rattrapage par l'autre train et freinage. Magie, il y arrive, et siffle pour prévenir le train fou qu'il approche. Il est là, un coup de klaxon! Un gars en queue du train fou a alors cette pensée stratosphérique. Je vais lui dire d'approcher. Approche! Bah oui, l'autre ne savait pas derrière. Ce n'est pas comme si il était là pour ça, justement. Donc pendant ce temps, le président des États-Unis envisage d'envoyer un avion de chasse dégommer le train. Vous êtes vraiment sérieux quand vous suggérez d'envoyer un avion de chasse qui ferait sauter ce train pendant qu'il est dans la montagne? Nous devons envisager cette solution. Les gars sur le train préparent les attelages. Ce sont des attelages automatiques, donc il suffit de les ouvrir et quand les deux trains vont se rencontrer, les attelages se feront tout seuls.
Un autre collègue en queue du train fou a lui aussi cette pensée lumineuse, dire au train de derrière de s'approcher, au cas où il n'a toujours pas compris. Approche! Allez-y, accélérez! Accélérez! Bon, après plusieurs essais, ils y arrivent. Et donc, commence à freiner avec les 2 locomotives arrivées en renfort. Ça fonctionne au début, mais ça tire tellement que l'attelage casse. Notre héros, voyant ça, décide de sauter sur le train fou. C'est rien, juste un bond de plusieurs mètres, sans élan, entre 2 trains qui roulent. Non mais c'est n'importe quoi, on va pas garder ça évidemment. Bon alors, arrêtez-moi immédiatement tous les trains du pays. Bah oui. Si un attelage casse dès qu'on exerce une tension dessus, ça veut dire que ces attelages sont en mousse, donc ça va casser partout. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois n'importe quoi. Et là, me demandez pas pourquoi, mais un nouveau tas de sable, au milieu de la voie, qui sort de nulle part. Un tas de sable! Bon bah ça ne fait toujours rien, mais le mouvement du heurt fait qu'un cheminot tombe du train fou, et paf le chien se fait shooter par le deuxième. C'est dommage car c'était un des grands penseurs de la queue du train. Approche! Nous en reste plus qu'un pour penser. Approche! Et sinon, niveau infra, on est comment? Alors, c'est de la double voie, non. De la voie unique, et non. De la double voie, ah non. De la voie unique. Bon, bah on va changer de sujet. Pendant ce temps, le héros va voir à quoi ressemble la bombe nucléaire. Je voudrais que vous ouvriez cette fameuse caisse et que vous me disiez ce que vous voyez. J'y vais tout de suite. En se promenant sur le train, et tente de rebrancher la conduite des freins. Bon, il n'y arrive pas mieux, alors nouvelle idée. Foutre en l'air le circuit électrique, ce qui devrait faire freiner le train. Ça a marché? Non! Essayez de foutre en l'air le circuit électrique! Ça va peut-être actionner les freins de la cabine de queue si je réussis à le faire! Ça fait 1 heure que tout le monde brasse de l'air, mais en fait, suffisait de débrancher le circuit électrique. Pas comme si j'avais parlé de l'asservissement dès le début. Le héros propose au gars de la queue du train fou de sauter sur le train suiveur, histoire de sauver leur peau. Facile, lui il l'a déjà fait à l'autre sens, donc pas compliqué. Approche! Approche! Un y arrive. L'autre regarde, mais c'est le penseur, donc il pense. Et du coup, il n'a pas le temps. C'est chiant d'être un grand penseur. Notre héros bidouille l'électricité d'une locomotive et tape à la baramine sur le moteur. Bah, messieurs les techniciens, sachez que ça fait freiner un train. Qu'est-ce qui se passe? Il ralentit. Faut que je mette Monsieur Bidouille là-dessus, car je ne comprends pas tout. Et salut amis bidouilleuses et bidouilleurs. On nous dit que ça a actionné les freins hydrauliques de la voiture de queue. Des freins hydrauliques? Première nouvelle sur un train au système de freinage pneumatique. Et vu qu'en dehors de l'attelage et les raccords pneumatiques, il n'y a rien qui relie la locomotive de tête et la voiture de queue, j'aimerais bien savoir comment une bidouille électrique en tête produit un effet sur un frein hydraulique en queue. Au passage, le train a commencé à freiner et on voit que le compteur indique 70 miles par heure, soit environ 110 km/h. Il a réussi! Et alors qu'il freine, le train de derrière se rapproche à nouveau pour aller chercher le penseur resté en queue. Non! Il se rapproche tellement qu'il se fait surprendre et vient taper celui de devant, le poussant, lui qui veut s'arrêter. Le train suiveur broie littéralement la voiture de queue et le penseur resté dessus avec. Et là, un plan sur les freins qui s'arrête de freiner vu que la voiture est broyée et éjectée. Mais magie, le bogie roule toujours sur les rails. Là où le plan d'avant, il était éjecté de la voie. Oui. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Bon, le train fou relancé ne peut plus s'arrêter. On évacue le centre de contrôle. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Partez tous! Tout le monde dehors! Le conducteur et notre héros quittent le train, qui roule doucement pour le moment. Non sans embarquer avec eux le drapeau américain qui décorait la cabine. C'est important ça. L'armée démonte la voie devant lui. On semble de nouveau vouloir le faire dérailler, alors qu'on avait tout annulé avant. Le stagiaire qui était resté sur le train se dit que ce serait bien de tenter de raccorder les boyaux de frein. Vous savez, ceux que le conducteur et notre héros n'ont pas réussi à remettre. Bon bah il tente, rate, et paf, finit sous le train. Fin du stage. C'est la panique à Denver.
J'y arriverai pas. Si, tu vas y arriver. Non, il faut que je m'arrête. Les gens vont mourir par le feu nucléaire. Le président ne sait plus quoi faire. Les penseurs du train sont transformés en purée. Tout est fichu et fin du premier épisode. Là, je pense qu'on vient tous de prendre une énorme claque par cette œuvre magistrale. Il me tarde tant d'attaquer la suite pour lever ce suspense insoutenable, tellement je suis pleinement captivé et immergé par ce film ultra réaliste. Je suis comédien professionnel. Alors notre héros arrêtera-t-il le train en mordant une de ses roues pour le freiner? Le président US ira-t-il lui-même sur le terrain pour l'arrêter d'une main? Des extraterrestres débarqueront-ils sur Terre pour nous sauver tous? Vivement la suite. Bon, ok, je viens de souffrir 1h20 et j'ai besoin d'une pause. Ce n'est pas humain tant de nullité. Aussi je prends 5 minutes pour souffler et on se retrouve très vite. Fin de la pause. Suite et fin de notre tragédie grecque. Attention, danger nucléaire à l'arrivée. Bon, la voie est démontée juste avant une courbe. L'effet produit est celui attendu. Quand le train arrive dessus, il déraille. Mon Dieu que c'est bien fait, on y croit à mort. En fait, non, on voit bien que c'est une maquette, et de fait, nous sommes rassurés. On conserve la qualité de la première partie. Donc pif paf, adieu le train. Ça crame un peu, mais pas d'explosion nucléaire. Et cette vidéo se termine là, car il n'y a plus de train, donc plus d'analyse ferroviaire de l'œuvre. En même temps, jusqu'ici, c'était tellement idiot que du ferroviaire réel, on n'en a pas vu des masses non plus. Bon, ok, je résume la suite. Le héros, l'armée et les pompiers tentent d'éteindre l'incendie. Mais entre les différents produits chimiques à bord du train, c'est compliqué. Donc ils évacuent la zone car ça craint trop. Mais un gradé de l'armée reste sur place pour tenter de désamorcer la bombe nucléaire. Sauf que le train transportait aussi du sodium métallique liquide, qui a pour particularité de très mal réagir avec l'eau. Il fait beau, donc ça devrait aller, mais c'est sans compter sur le fait qu'on a demandé à des hélicos en mode Canadair de tenter d'éteindre le feu. On leur demande alors de stopper l'affaire, mais la radio crachouille et ils arrosent. Lâche l'eau, vas-y. Sodium, eau, boum. Il n'y a plus de Denver, ravagé par le feu atomique. Notre héros, étrangement pas cramé du tout par le boom, tente de retrouver sa famille, pas cramé non plus. Et happy end à 2-3 détails près. Oui, il y a un peu beaucoup de victimes, forcément. Et fin de la fin. Alors, que dire? On va replacer tout ça dans son contexte. Ça date de 25 ans, donc soyons cléments. C'est vrai quoi, 25 ans, c'est une éternité. On sortait à peine du noir et blanc, avec des petites productions pas très différentes de ce téléfilm, non? Regardons les films de 1999. Matrix, Sixième Sens, Fight Club... Oui bon ok, tout ça ne fait que confirmer le statut de nanar de ce téléfilm. Donc voilà, ça, c'est un nanar, un vrai. Un film fait avec les meilleures intentions, tellement mauvais à tous les niveaux que c'en est drôle. Et tout est dans ce mot. Téléfilm, un sous-produit dédié à la télé. Leur erreur a été d'avoir de l'ambition au-dessus de leurs moyens, en produisant un truc trop long. Il y a deux histoires, celle du train et celle de l'après-explosion. Et c'était une de trop pour ce téléfilm. Alors c'est mal écrit, mal fait, parfois mal joué, ce qui donne un truc qui aujourd'hui fait rire tant c'est nul. Et si vous avez aimé le voir il y a 25 ans, dites-vous que moi aussi, j'ai aimé des daubes, et elles gardent pour moi une saveur particulière aujourd'hui encore. Alors ne vous sentez pas offusqué par ma critique de cette œuvre. Tout ça n'est qu'un jeu. Pour se quitter, quoi de mieux qu'un dernier extrait? Alors, savourez. Monsieur Seeger, c'est le président. Les chemins de fer? Le président des États-Unis. Et tchou-tchou.